On me demande très souvent pourquoi n'enseigne-t-on plus la grammaire aux enfants comme on l'enseignait, comme nous l'avons appris nous, comme on l'enseignait il y a 30 ans, 40 ans, 5 ans même. Comment se fait-il qu'on n'apprend plus la grammaire de la même façon? On me dit, nous apprenions les adjectifs possessifs, mon, ma, mon lion de Belfort. Nous apprenions les adjectifs démonstratifs, ce, c'est, cette, ce lion de Belfort. Les adjectifs indéfinis, certains, quelques. Bon, maintenant vous parlez de déterminants. Puis ailleurs, de prédicats. Puis ailleurs, au lieu de parler de complément circonstanciel, vous parlez de complément de phrase. Et puis d'aspect du verbe, de thème, de propos, de cohérence, de cohésion. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Comment se fait-il que vous n'utilisiez plus les mots que nous utilisions, les règles que nous avons apprises? Pourtant, la langue, elle n'a pas changé, c'est toujours la langue de Molière. Et à cette question, je réponds souvent par une plaisanterie qui est de dire que avant, la Terre, elle était plate. Mais depuis qu'elle est devenue ronde, eh bien, on a dû s'adapter un petit peu, nous avons dû changer notre vocabulaire. Alors bien sûr, c'est une plaisanterie, mais finalement pas tout à fait. En effet, la grammaire, c'est une description. Alors certes, c'est une description de la langue, on s'interroge sur les règles qui la font fonctionner. C'est une modélisation, on s'interroge sur comment les mots, les uns avec les autres, s'organisent, comment on peut déterminer des constances dans le fonctionnement de la langue. Mais c'est aussi une réflexion, une analyse sur le fonctionnement de la parole, mais aussi, plus généralement, du langage, de notre capacité à communiquer. Et nos conceptions de cette relation entre le langage, notre faculté à communiquer, ses implications cérébrales, par exemple, et la langue change beaucoup. C'est un phénomène très complexe que nous avons devant nous. Et ce phénomène très complexe, il fonctionne donc par des descriptions, des règles de grammaire, mais ces règles de grammaire, elles sont toujours partielles, elles sont toujours incomplètes, elles sont toujours oublieuses de certains phénomènes. C'est ce que le grammairien américain Noam Chomsky a appelé le défi galiléen. C'est d'essayer de trouver des règles suffisamment générales qui excluent certes certains phénomènes, mais qui puissent être justement suffisamment efficaces pour pouvoir décrire véritablement ce qui se passe dans une langue. Alors pourquoi Galilée? Eh bien, Galilée, en son siècle, 1630 par là, il est condamné en 1633 par la papauté. Galilée, il a devant lui toutes sortes de phénomènes. Il a devant lui toutes sortes d'expériences. Et la cohérence globale qu'on peut trouver entre toutes ces expériences, eh bien, il ne l'a pas. Il a un système devant lui qui a l'air complexe, mais les causes qu'il peut apporter pour expliquer ce système, eh bien, ces causes sont extrêmement difficiles à trouver. Et le défi de Galilée a été de considérer que ce problème massif, global, on devait le casser, on devait le séparer en plusieurs questions, et on devait accepter d'éliminer certains problèmes, de ne pas en tenir compte. Galilée, dans l'imagerie populaire, dans les idées que nous avons gardées, les représentations que nous avons gardées de lui, il est au-dessus de la tour de Pise et il jette des cailloux. Alors pourquoi? Vous avez ici deux représentations, une ancienne, une moderne. Il jette des cailloux pour regarder où tombent les pierres quand on jette un objet, où est-ce qu'il tombe. Et on fait toutes sortes d'expérimentations à son époque pour savoir comment tombe un corps. Parce qu'on suppose que si on jette quelque chose ou si on lâche quelque chose, si en même temps la Terre elle se déplace, la chose en question, eh bien, elle va tomber plus ou moins à la verticale, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Si je jette quelque chose en l'air et que je me déplace en même temps, ce quelque chose, il va tomber
à côté de moi, donc on fait toutes sortes d'expériences. Et certaines expériences donnent des idées à Galilée, des théories. Certaines expériences lui permettent de construire un système. La Terre, elle tourne. Mais sur cette Terre, les objets sont cohérents, ils sont solidaires. On jette quelque chose, eh bien, il retombe sur nous. Mais parallèlement, il y a d'autres expériences. Il y a d'autres expériences qui sont faites, des expériences avec des canons. On tire au canon, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le boulet retombe sur nous? La Terre est immobile? Ou alors tout est cohérent? Ou alors on tire au canon, la Terre se déplace, le boulet tombe d'un côté ou de l'autre? Ces expériences ne donnent pas des résultats qui sont analysables à l'époque de Galilée. Et Galilée n'arrive pas à trouver une cohérence. Eh bien, en grammaire, on fonctionne toujours, en science en général, mais en grammaire, on fonctionne aussi comme cela. C'est-à-dire que nous avons des phénomènes. Mais ces phénomènes, nous n'en trouvons pas forcément les règles parfaites de fonctionnement. Nous n'en trouvons pas spécifiquement pour l'ensemble du système les règles. D'autant que nos connaissances sur le langage progressent. Progressent ou ne progressent pas. La première grammaire moderne que nous avons eue, les premiers grammairiens, ils sont nés de la suite de la réflexion de Galilée, lorsque des philosophes comme René Descartes se sont intéressés au langage et ont envisagé justement les problèmes dans leur globalité, mais aussi dans leur subdivision. À la suite de René Descartes et de la fameuse phrase qu'il prononce « Je pense, donc je suis », les grammairiens se sont dit qu'il y avait une relation entre la pensée, mais on ne sait pas très bien comment elle fonctionne, et l'être, l'individu, je suis. Ils en ont déduit que, pour décrire une langue, il fallait penser que tous les verbes étaient finalement des verbes être, plus quelque chose. Je suis, je pense, donc je suis. Donc je suis ici en train de parler. Je suis en train de manger, je mange. Je suis en train de dormir, je dors. Bon, on pensait qu'il y avait une relation entre la pensée et la langue, donc la grammaire, elle devait décrire cette relation. Évidemment, cette idée, elle a progressé, elle s'est transformée quand nous avons fait des progrès sur la conception de ce qu'est la pensée, mais donc ce qu'est le langage. Si je fais un saut 2000 ans avant nous, je m'aperçois que Aristote, plus de 2000 ans, avait déjà défini des pensées relevant de catégories de l'entendement. Il pensait que la pensée, finalement, elle relevait de grandes directions, 10 catégories. Et quand on parle, qu'est-ce que l'on fait? On puise, voilà, dans ces catégories. Il pensait que la grammaire, eh bien, elle devait décrire comment on puisait dans les catégories qui étaient les catégories de la pensée. Alors le défi galiléen, qu'est-ce que c'est? C'est se dire qu'il y a des dimensions qui nous échappent, mais qu'il faut construire une pensée qui explique. Il faut s'appuyer sur l'expérience, il faut s'appuyer sur des raisonnements, mais des raisonnements qui, puisque le système global est bloqué, des raisonnements qui excluent certaines parties. Et on espère que les parties que l'on a exclues, eh bien, ne sont pas suffisamment importantes pour mettre notre raisonnement au clou. Clou. Voilà un mot intéressant, clou. Un clou, c'est LOU. Des clous, c'est LOUS. Vous avez appris le pluriel des mots en OU. Mais vous avez tous appris quelque chose d'autre, qu'il y en a d'autres qui fonctionnent différemment. Hibou, caillou, chou, genou. Vous l'avez appris, ça. Les grammairiens, à un moment donné, ils se sont dit on va isoler un phénomène, on va prendre des mots, ils ne répondront pas à la règle. Alors pourquoi? Quand la règle s'est définie, les grammairiens se sont dit oula, attention, chou, en ancien français, ça se disait choule, il y a un L au bout. Et puis genou, ça se disait genouille, il y a un L au bout. Et puis caillou, ça se disait chaille, là aussi il y a des L. Et qu'est-ce qu'on a dit? Cheval, il y a un L, on va le faire en chevaux avec un X.
Vitrail, il y a un L au bout. On va le faire en vitro, avec un X. Ces mots-là, on va leur mettre un X aussi. Hibou, chou, genou, caillou et tous les autres. On a isolé un phénomène et on essaie de lui trouver une explication ponctuelle dans un cadre. Mais après, est-ce que le monde changeant, cette explication tient toujours? Il y a 1000 ans, on avait mal au genoil. Bon. Il y a 1000 ans, la Terre était plate. Puis d'un seul coup, elle s'est arrondie. D'un seul coup, le L, il a disparu. C'est pas genoil, c'est genou. Mais le X, lui, il est resté. Mais que veut-il dire maintenant, ce X? Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'on apprenait hibou, chou, genou, caillou avec un X parce qu'il y avait 1000 ans, il y avait un L au bout du mot? Ça ne veut rien dire du tout. Il y a 1000 ans, la Terre était plate. Donc parfois, les grammairiens sont pris d'un frisson et se disent que, décidément, il faut transformer ces règles que nous avons héritées. Ils se disent que l'explication que l'on donnait a certes permis d'avancer, a certes permis de comprendre mieux notre langue. Mais maintenant, les recherches en neurobiologie, en biolinguistique, en physiologie, sur le fonctionnement de la pensée, donc du langage, donc l'organisation des langues, font que parfois, on se dit que les explications que nous avions peuvent entrer dans des mécanismes plus globaux que maintenant on peut comprendre. Et quand Galilée exclut, par exemple, de ses théories le fait que quand on jette un objet, quand on tire au canon, l'objet retombe plutôt à l'est, il faudra attendre 2 siècles avec Coriolis pour comprendre ce qui se passe là. Donc parfois, on fait des descriptions provisoires et 2 siècles après, elles s'éclairent. Donc oui, nous n'apprenons plus tout à fait la grammaire de la même façon, mais parce que la grammaire, c'est une description, et cette description, elle essaie de penser comment la langue, elle s'organise en fonction de l'état de nos connaissances, de l'humain, mais aussi de son fonctionnement cérébral. Il était donc une fois la grammaire française, mais il y aura encore dans l'avenir des grammaires françaises.